Le jury a rendu des verdicts de culpabilité contre le prévenu, Daniel Groves, pour les chefs d'accusation 2 à 11 et a rendu des verdicts de culpabilité contre la prévenue, Jessica Groves, pour les chefs d'accusation 1 à 11 tels qu'ils sont reprochés. Je souhaite entendre les avocats à ce stade, connaître leur position sur la doctrine de la fusion et leur avis sur le caractère connexe ou similaire de certaines infractions. Monsieur Timan, je vais discuter des 2 prévenus en même temps ici. Donc, vous savez, les verdicts sont un peu différents, mais ils sont suffisamment similaires. Je pense que nous pouvons procéder ainsi. Certainement, votre honneur. Quelle est la position de l'État concernant la fusion? Eh bien, votre honneur, en ce qui concerne le meurtre aggravé et le meurtre, l'État, ce qui s'appliquerait au cas de Jessica Groves, l'État admettrait que le meurtre serait fusionné avec le chef d'accusation, un meurtre aggravé, ainsi qu'avec le chef d'accusation, un que nous avons comme les dernières blessures, les fractures qui ne guérissent pas. Le chef d'accusation 11 serait fusionné avec le 2 pour agression criminelle et le chef de meurtre serait aussi fusionné avec le chef 1. Pour condamner mademoiselle Groves, nous retiendrons le chef d'accusation un meurtre aggravé pour la sentence. L'État de l'Ohio ferait valoir que le chef d'accusation 3, l'enlèvement, et le chef d'accusation 6, l'entrave à la garde, seraient fusionnés. Ils ne seraient fusionnés avec aucun autre chef d'accusation. Nous choisirions de poursuivre avec le chef d'accusation 3 pour la condamnation à ce sujet. Puis-je ajouter, votre honneur, cela prend potentiellement en compte la loi Reagan-Tokes qui est entrée en vigueur le 22 mars 2019. Les allégations concernant la date de l'enlèvement sont transversales, faute d'un meilleur terme. La date d'entrée en vigueur aux fins de la condamnation. L'État de l'Ohio est prêt à reconnaître cela et à préciser que cela relèverait d'une condamnation antérieure à la loi Reagan-Tokes. Pour la condamnation, votre honneur, je pense que cela laisse les chefs d'accusation 8, 9 et 10. Chef d'accusation numéro 8, nous avons soutenu qu'en tant que premier préjudice physique grave, fracture de côte en cours de guérison, chef d'accusation numéro 9 pour la fracture du crâne avec des signes de guérison. Chef d'accusation 10 pour les ecchymoses sur le côté droit de l'abdomen de Dylan. Dans la mesure où nous ne pouvons pas identifier les ecchymoses comme un événement distinct, nous reconnaissons que cela serait fusionné également aux fins de la condamnation et, franchement, je le proposerai. On pourrait le fusionner avec le chef 8 ou 9, mais 8 paraît logique. Selon les preuves au tribunal... C'était 8 et 10. Oui, votre honneur. Les autres chefs d'accusation sont la falsification de preuves, numéro 5, et l'outrage grave à un cadavre, numéro 7. L'État de l'Ohio affirme que ces deux chefs d'accusation ne fusionnent pas. Nous affirmons qu'ils avaient une portée différente et une intention distincte. Nous avons une altération de preuves que l'État a qualifiée d'enveloppement du corps de Dylan dans plusieurs couches, comme dans un cocon pour ainsi dire. Pour le chef d'accusation numéro 7, nous soutenons qu'il s'agirait du fait d'avoir laissé tomber et abandonner le corps de l'enfant dans le puits ou que l'enfant. Il y a des preuves que son corps est resté autour de la maison pendant quelques jours. Donc l'État de l'Ohio soutiendrait que ces chefs d'accusation ne devraient pas être fusionnés pour la condamnation. Merci, votre honneur. Quelle est la position de l'État sur le chef 4 mis en danger d'enfant en votre honneur? L'Ohio affirme, selon la politique publique et la jurisprudence, que l'accusation 4 mise en danger d'enfant ne fusionne pas. En se fondant sur l'affaire État contre Bay Brown de la Cour suprême de l'Ohio.
Eh bien, sur le plan factuel et en termes de preuves, l'exposition répétée de l'enfant à des dangers dans cette affaire, ainsi que la poursuite du défaut d'agir ou d'appeler le 911. Oui, Votre Honneur, l'État invoque l'affaire État contre B. Brown. Merci, Monsieur Timan. Mademoiselle Scott, souhaitez-vous vous exprimer et quelle est votre position? Est-elle la même que celle de Daniel Groves sur ses multiples chefs d'accusation? À une exception près, Votre Honneur. L'exception du chef de meurtre aggravé. Oui, Votre Honneur. Mademoiselle Scott, vous voulez vous exprimer sur la fusion? Oui, Votre Honneur. Je suis d'accord avec la plupart de ce que M. Timan a dit sur 2 chefs d'accusation d'agression criminelle. Si je comprends bien, 2 chefs d'accusation d'agression criminelle seront fusionnés. En ce qui concerne l'affaire de meurtre, l'enlèvement va être fusionné avec l'affaire d'entrave à la garde. Je ne suis pas d'accord, Votre Honneur, avec la falsification de preuves et l'outrage grave à un cadavre. Je pense qu'il est plus sûr d'affirmer que ces chefs d'accusation ne seraient pas fusionnés, mais je soutiens, Votre Honneur, qu'ils devraient l'être maintenant. Qu'il s'agissait d'un acte continu avec une intention continue comme cela a été présenté. Je sais que l'État a souligné et déclaré qu'il considère l'enveloppement du corps comme une altération de preuves ainsi qu'un outrage grave au cadavre. Ce serait le puits laissé dans la maison pendant ou le bébé laissé dans la maison pendant quelques jours a été placé dans le puits. En ce qui concerne l'altération de preuves, il doit y avoir la connaissance qu'il y aura une enquête. Cela a donné lieu à certaines actions. Ce n'est pas parce qu'un crime est commis qu'il y a nécessairement une enquête, il y en a eu une. Des preuves abondantes existent, du moins pour les services à l'enfance cherchant cet enfant. Eh bien, cela dépend de la date à laquelle vous considérez que l'acte a eu lieu, Votre Honneur. Je pense que ce serait une distinction claire dans ce que le tribunal prendra en compte si le bébé est décédé le 28 mars. Selon ma cliente et Groves, les services de protection de l'enfance ont vu l'enfant ce jour-là. Le verdict laisse penser que le jury n'y a pas cru. Mais on ne leur a pas posé cette question directement et on ne leur a pas demandé de tirer cette conclusion spécifiquement, Votre Honneur. Je ne sais pas ce qui faisait ou non partie de leur conclusion, ils ne l'ont pas précisé. On ne leur a pas demandé de faire une constatation spéciale à ce sujet. Impossible de présumer qu'ils avaient suivi les instructions du tribunal. Qu'en va? Je n'y crois pas. Le tribunal leur a demandé de déterminer quand le corps ou quand le petit Dylan est décédé. Je ne pense pas qu'on leur ait demandé de suivre cela ni que cela figurait dans les instructions. Donc, d'après ce qui a été avancé par mon client, M. Groves, ainsi que Jessica Groves, c'est que le petit Dylan est décédé le 28 mars. Le même jour, les services à l'enfance ont assisté au procès sans exprimer d'inquiétude à l'ouverture d'une enquête. Je crois que cela s'est probablement produit plusieurs jours, voire même plusieurs semaines plus tard. Et je ne crois pas qu'il y ait eu de preuves ou de témoignages qui aient réellement fixé la date du décès qui ait été présentée par l'État. Donc, je crois que la majorité des preuves qui ont été présentées indiquaient que la date aurait été ou que cela se serait produit aux alentours du 28 mars. Même Patricia Kraft était convaincue que le bébé était mort juste après. Il n'y aurait donc eu ni enquête en cours, ni falsification de preuves qui auraient pu être trouvées à ce sujet. Envelopper le corps dans différentes formes de plastique. Donc, nous préconiserions en fait cela. Ensuite, la falsification de preuves était continue. Envelopper le corps, le placer dans des caisses, puis dans le puits. Ou bien si le tribunal a estimé que le corps avait été laissé à la maison pendant quelques jours, il s'agissait d'un acte continu, d'un animus continu et non séparé. Nous demandons aussi la fusion. Merci, Mademoiselle Scott, Monsieur Stratton.
Votre honneur, le chef d'accusation 10 fusionne-t-il avec le 8 ou avec l'accusation de meurtre? Je crois que l'État avait soutenu que cela fusionnerait, ou avait admis que cela fusionnerait avec le chef d'accusation 8. Oui, moi, mademoiselle Scott a dit. Cela a fusionné avec le... Si j'ai manqué? Je crois que l'État avait, je pensais qu'elle avait été mentionnée. Chef d'accusation numéro 11, l'État a reconnu que cela se confondait avec l'agression criminelle. Cette dernière étant l'infraction sous-jacente au meurtre, seule accusation dont Daniel Groves est reconnu coupable est la plus grave. Votre honneur, nous reconnaissons la majorité des questions de fusion. Nous sommes à nouveau d'accord avec mademoiselle God sur la falsification et le mauvais traitement du cadavre. Nous vous demandons simplement de décider sur la base de son argumentation. Le tribunal a entendu les arguments des avocats. Votre honneur. Si je peux me permettre, je m'excuse de vous interrompre. Pour Daniel Groves, comme je l'ai peut-être déjà mentionné, nous choisirions, par opposition au chef d'accusation 11 ou au chef d'accusation 11, nous choisirions de poursuivre sur le chef d'accusation 2 aux fins de la condamnation. Je croyais que vous l'aviez dit, peut-être. Je noterai le choix de l'État pour Jessica Groves et Daniel Cross. Chef d'accusation 1, Jessica Groves. Oui. Pour la prévenue Jessica Groves, je considère que le chef d'accusation 2 est fusionné avec le chef 1. Pour la condamnation, l'État, comme pour le chef d'accusation 11, a choisi de poursuivre pour meurtre aggravé. Chef d'accusation 1. En ce qui concerne l'accusation 3, chef d'accusation 6, ceux-ci sont aussi alliés. Infraction similaire et fusionnée. Pour la condamnation, l'État a retenu le chef d'accusation 3 contre Jessica Groves. Chef d'accusation 4, je vais constater cela. Je constate, au vu des témoignages, qu'il s'agit d'une infraction différente qui ne se cumule pas aux fins de la condamnation. Chef d'accusation 7 et chef d'accusation 5, 5 étant la falsification de preuves, 7 étant l'outrage grave à un cadavre. Le tribunal a entendu des témoignages sur des actes distincts justifiant chaque accusation. Le ministère public a affirmé qu'aujourd'hui, il existe des comportements distincts qui justifieraient une condamnation pour chacune des deux accusations. Je vais également conclure que nous devons examiner la doctrine de la fusion. Nous devons examiner la question des peines multiples pour le même crime. Je vais conclure que l'Assemblée générale de l'Ohio a créé une loi spécifique concernant l'outrage grave à un cadavre, et je vais en tirer cette conclusion. En faisant cela, l'Assemblée générale a clairement indiqué qu'il s'agirait d'un crime en soi, et je ne vais pas fusionner ces infractions. En ce qui concerne les accusations d'agression criminelle, j'ai déjà conclu que le chef d'accusation 11 serait fusionné avec les accusations de meurtre et de meurtre aggravé. Je vais en conclure ainsi. Le chef d'accusation 8 et le chef d'accusation 10, qui portent tous deux sur une agression criminelle, sont des infractions alliées de nature similaire et seraient fusionnés aux fins de la condamnation, car l'accusé, Daniel Groves, je vais en conclure ainsi. Le chef d'accusation 11 serait fusionné avec le chef d'accusation 2 de l'acte d'accusation, étant l'infraction sous-jacente sur laquelle repose le meurtre. Et l'État a choisi de poursuivre avec le chef d'accusation 2. En ce qui concerne le chef d'accusation 3 de l'acte d'accusation, je vais conclure que le chef d'accusation 6 et le chef d'accusation 3 seraient fusionnés en tant qu'infractions alliées de nature similaire. L'État a retenu le chef d'accusation 3 enlèvements. Aux fins de la condamnation, je vais conclure que la mise en danger d'enfants ne fusionne pas. Je vais également conclure que les chefs d'accusation 5 et 7 ne sont pas fusionnés pour la condamnation. Pour la même raison que j'ai indiquée précédemment, je vais également conclure que le chef d'accusation 10 de l'acte d'accusation est aussi une infraction connexe de nature similaire. Selon le témoignage entendu, les faits ont été commis de la même façon, avec les mêmes blessures, et l'État a retenu le chef d'accusation 8. Les parties sont-elles prêtes à la condamnation? Oui, votre honneur. Oui, John, votre honneur. Heyman, voulez-vous parler? Ou la représentante de la victime souhaite-t-elle parler en premier? Votre honneur.
ou souhaite-t-elle parler votre honneur? Nous demandons qu'Andrew Bowling puisse s'exprimer. J'ai quelques remarques, puis je lui donnerai la parole. Vous parlerez d'abord, Monsieur Tim? Oui, je vais parler brièvement. Madame, asseyez-vous simplement. Nous vous ferons avancer ici dans 1 minute. Votre honneur, comme la Cour le sait bien, c'est une affaire qui a été très difficile pour la communauté. Extrêmement marquante et un événement terrible et horrible. Étant donné qu'il s'agit d'une accusation de meurtre pour M. Groves et de meurtre aggravé pour Jessica Groves, le tribunal est bien conscient des différentes normes applicables. J'attire l'attention du tribunal sur certaines directives utilisées dans d'autres condamnations. Sur 2 929 412, je dirais que c'est le type de crime le plus grave que nous voyons. Avec la perte de l'enfant en bas âge dans des circonstances aussi horribles, l'âge de la victime a certainement contribué à l'impuissance de l'enfant. Être trahi par ceux censés le protéger. Cette relation a malheureusement facilité l'infraction. Certainement, les délinquants étaient les parents, la victime était leur enfant. Les preuves ne sont pas claires quant à savoir si cela a été commis à proximité d'un autre enfant. Mais certainement, cet événement est aussi une tragédie pour Daniel Groves Jr. J'aimerais penser que quelque chose de positif sortira de tout cela. Nous prions pour que ce soit le cas, dans une certaine mesure. La communauté a été poussée à agir. Mais en ce qui concerne ces deux-là, l'État de l'Ohio, quand il s'agit de Jessica Groves, la mère de cet enfant, la femme qui a donné naissance à cet enfant, l'État de l'Ohio recommanderait. Elle a dit, nous demandons une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour son acte odieux. Je souhaite que le tribunal considère la souffrance subie par l'enfant lors de ces derniers jours. En ce qui concerne M. Groves, certes, la peine pour une accusation de meurtre est de 15 ans à perpétuité, mais nous demanderions au tribunal d'appliquer des peines consécutives pour son inaction encore et encore et encore dans cette affaire. Nous préconisons une peine importante avant son éligibilité à la libération conditionnelle. Merci, Votre Honneur. Monsieur Taïman, Mademoiselle Bowling, vous vouliez faire une déclaration sur l'impact de la victime. Veuillez vous avancer ou aller au pupitre. Moi. Dès l'instant où j'ai récupéré Dylan à l'hôpital, je l'ai aimé. Je parle pour Dylan en ce moment. Je n'ai pas eu de voix. Ma vie fut brève, mais son impact sera immense. Ma mère d'accueil veillera à ce que j'aide, sauve et protège d'autres bébés. Aujourd'hui, c'est mon premier anniversaire. Je n'ai pas eu droit à ma fête, pas de gâteau, pas de glace, je n'ai pas été couverte de cadeaux, mais aujourd'hui, j'ai obtenu justice. Actuellement, je suis sur les genoux de Jésus. Les anges veillent sur moi maintenant. On m'a retiré trop tôt la chance de vivre sur terre. Aucune chance d'apprendre à faire du vélo, d'apprendre à pêcher ou à jouer au baseball. Aucune chance de courir et de jouer sur le terrain de jeu ou de rencontrer mes amis et ma famille.
J'étais parfaite, j'aurais pu être n'importe quoi. Une prédicatrice, une docteure, une avocate. Mon but est désormais d'aider les autres. Je veillerai à protéger les bébés sur Terre et me réjouirai quand les lois changeront. J'ai laissé une empreinte modeste sur Terre, mais mon impact n'était pas insignifiant. Mon impact sur cette terre est immense et j'ai hâte que ma maman d'accueil me serre à nouveau dans ses bras. Merci, madame. Avant la déclaration de l'avocat de la défense et l'allocution du prévenu, l'État avait admis que Reagan avait accepté des circonstances aggravantes lors de la discussion sur la fusion, donc la fourchette de peine ne s'appliquerait pas à ces infractions. L'avocat de la défense est sûrement aussi d'accord. Scott, souhaitez-vous dire quelque chose pour votre client? Dois-je rester à la table ou avancer au pupitre, votre honneur? Restez au pupitre ou à la table, comme vous voulez. C'est très bien, ma voix porte assez loin. Votre honneur, comme je l'ai dit tout au long de cette procédure, ce n'est pas un sujet que l'un d'entre nous souhaite aborder. Personne ne veut parler de ce sujet. Je demanderai à la Cour de prendre en considération l'absence de casier judiciaire de ma cliente, l'absence de condamnation pour crime. Je demanderai à la Cour de considérer ce qu'il a choisi d'assumer, ce qu'il a choisi de désavouer et ce que le jury n'a pas réussi à faire. Je crois que mon client a été affecté par cela. Je sais que la communauté a été touchée par cela et je sais que la Cour a l'intention de imposer une lourde peine dans cette affaire. Mais je demanderai à la Cour d'être raisonnable, que la Cour n'inflige pas les peines maximales dans toutes ces affaires et qu'elle ne les fasse pas non plus exécuter toutes consécutivement. Je ne sais pas si le casier judiciaire de mes clientes justifierait cela. Ou que ces actes le justifieraient. J'espère que le tribunal en tiendra compte lors du prononcé de la sentence aujourd'hui. Merci. Merci, mademoiselle Scott. Monsieur Daniel Groves, y a-t-il quelque chose que vous voudriez dire avant que je prononce la sentence? Oui, monsieur. Monsieur Stratton, souhaitez-vous vous exprimer au nom de votre client? Oui, votre honneur. Cela a été une affaire difficile pour toute cette communauté. Ceci a été largement partagé. Jessica a pris la responsabilité. J'ai juste demandé au tribunal d'en tenir compte lors de la condamnation. Merci, monsieur Stratton. Jessica Groves, souhaitez-vous dire quelque chose avant la sentence? Je suis tellement vraiment désolée. Peu importe ce que vous me ferez, vous ne pourrez jamais faire ce que je vais faire à moi-même, ce avec quoi je dois vivre pour le reste de ma vie. Savoir que j'ai fait ça à mon enfant, j'ai échoué en tant que mère. Je suis désolée. Y a-t-il autre chose que vous voudriez dire? Vous pouvez vous asseoir.
Cette affaire est présentée devant ce tribunal ce 10 janvier 2020. L'audience de chaque prévenu suit l'article révisé du Code 292 919. Maintenant, Monsieur Groves, vous aurez bien sûr le droit de faire appel de toute peine que je vous infligerai dans cette affaire. Avez-vous les moyens d'engager un avocat pour vous représenter dans cette affaire? Pour chaque appel choisi, Mademoiselle Scott, acceptez-vous la nomination pour cet appel? Votre honneur, si j'accepte cette nomination pour l'appel, cela amène mon client à renoncer à certains arguments qu'il pourrait avoir. Puis-je m'abstenir de répondre à cette question pour le moment jusqu'à ce que j'aie consulté mon client? Officiellement, j'en aurais besoin, il en serait pleinement informé. Veuillez informer le personnel du tribunal d'ici lundi matin. Je peux le faire, votre honneur, monsieur. Je vais avoir besoin que vous remplissez un autre formulaire financier pour que je puisse vous nommer un avocat. Mademoiselle Jessica Groves. De même, vous avez le droit de faire appel de toute la sentence, de toutes les décisions que j'ai prises dans cette affaire et de toute peine que je pourrais vous infliger dans cette affaire. Avez-vous les fonds nécessaires pour engager un avocat afin de vous représenter lors de cet appel? Non, monsieur, je n'en ai pas. Monsieur Stratton, accepteriez-vous la nomination pour poursuivre cet appel? Votre honneur, j'ai toujours eu pour principe de ne pas travailler sur les appels de mes propres procès. Je vous demande donc de nommer un autre avocat pour cette affaire. Merci, Monsieur Stratton. Je nommerai un avocat pour représenter Mademoiselle Groves après la sentence. Mademoiselle Scott, Monsieur Stratton, veuillez consulter vos clients et déposer tout avis d'appel approprié. Même si vous choisissez de ne pas rester sur l'affaire, et je nommerai un avocat pour poursuivre cet appel. Les prévenus ont eu tous les droits, selon la règle criminelle 32. Ce tribunal a examiné le dossier, les déclarations orales, la déclaration d'impact de la victime et les objectifs de la condamnation, comme indiqué dans la section 292 911 A du Code révisé, pour punir le délinquant, protéger le public contre de futurs crimes commis par le délinquant ou d'autres personnes. En appliquant les sanctions minimales décidées par ce tribunal, atteindre ces objectifs sans surcharger les ressources des gouvernements locaux et de l'État. Ce tribunal a également pris en compte la déclaration des deux prévenus de Mademoiselle Groves, telle qu'elle l'a présentée ici au tribunal aujourd'hui. Le tribunal a pris en compte les principes de la section
92 911 A, bénéfices non commerciaux, notamment l'incapacitation, la dissuasion, la réhabilitation, la restitution, la proportionnalité de la peine, la gravité de l'acte, son impact sur la victime et la cohérence avec les peines pour des crimes similaires. Ce tribunal a pris en compte le déséquilibre des facteurs aggravants et récidivistes, mentionnés aux sections 292 912 B, C, D, E et 292 1913 B du Code révisé. Ce tribunal va également conclure que des peines consécutives sont nécessaires pour protéger le public et prévenir les crimes futurs. Pour sanctionner l'infraction, chaque délinquant est puni proportionnellement à la gravité de son acte et au danger qu'il représente. Le tribunal conclura que certaines infractions multiples ont été commises. Commises dans un ou plusieurs ensembles de comportements, et si le préjudice causé par ces infractions multiples était si grave ou inhabituel qu'aucune peine d'emprisonnement pour une seule d'entre elles ne reflète la gravité de la conduite. Ce tribunal conclura en outre que le prévenu Daniel Groves, selon l'article 292 912 B du Code révisé, ce tribunal constate la blessure a été aggravée par l'état physique ou l'âge de la victime et va également constater que la victime a subi des préjudices physiques graves à la suite des crimes. Ce tribunal va également constater que la relation de M. Grove avec la victime a facilité cette infraction. Et je vais également constater qu'il était le parent, le tuteur ou la personne en lieu et place du parent ou du tuteur au moment où l'infraction a été commise. Je vais également constater que le prévenu dans cette affaire, Daniel Groves, a effectivement des antécédents criminels, bien que ces antécédents ne consistent qu'en une condamnation pour un délit mineur. Et je constaterai qu'aucune preuve ou élément n'a été présenté concernant des condamnations pour crime. Je note aussi que le délinquant consomme alcool et drogue en lien avec l'infraction, sans reconnaître ni accepter de traitement. Je constate aussi son absence de remords. Concernant Jessica Groves, je note qu'elle présentait aussi les facteurs mentionnés dans 292 912. L'état physique et l'âge de la victime ont aggravé la blessure. La victime a subi des préjudices physiques graves à la suite du crime. Que la relation de l'auteur avec la victime a facilité l'infraction et qu'il s'agit d'une infraction commise où elle a commis ce crime sur son enfant en tant que parent gardien de la personne en OCO, Carenas. Je vais également constater qu'elle a montré un schéma de consommation d'alcool ou de drogue lié à cette infraction et qu'elle ne reconnaît pas ou a refusé un traitement. Je constate aussi qu'elle n'a montré aucun vrai remords durant cette procédure, malgré sa déclaration aujourd'hui. Je vais constater qu'elle n'a pas de condamnation pénale antérieure. Minute. Daniel Groves, levez-vous s'il vous plaît. Monsieur ? Pour le chef d'accusation numéro 2, avez-vous été reconnu coupable de meurtre? Je vous condamne à la peine d'emprisonnement prévue de 15 ans à perpétuité sous la garde du département de réadaptation et de correction de l'Ohio. Pour le chef d'accusation numéro 3, vous êtes reconnu coupable d'enlèvement au premier degré. Le jury vous a déclaré coupable. Vous êtes condamné à 10 ans de prison sous la garde de l'État de l'Ohio. Pour le chef d'accusation numéro 4, mise en danger d'un enfant, crime du 3e degré, je vous condamne à 36 mois sous la garde du département de réadaptation et de correction de l'Ohio. Pour le chef d'accusation numéro 5, falsification de preuves, crime du 3e degré, je vous condamne à 36 mois de détention sous la garde du département de réadaptation et de correction de l'Ohio. Pour le chef d'accusation 7 abus graves de cadavres, crime de 5e degré, je vais vous condamner à une peine de 12 mois sous la garde du département de réadaptation et de correction de l'Ohio. Pour le chef d'accusation numéro 8, vous êtes reconnu coupable d'agression criminelle au 2e degré et condamné à 8 ans sous la garde du département de réadaptation et de correction de l'Ohio. Pour le chef d'accusation numéro 9, je vous condamne à 8 ans sous la garde du département de réadaptation et de correction de l'Ohio.
Je vais ordonner que la peine pour le chef d'accusation numéro 5, falsification de preuves, et le chef d'accusation numéro 7 soit purgée simultanément. Mon intention en prononçant cette peine serait d'imposer une peine de 47 ans à perpétuité sous la garde du département de réadaptation et de correction de l'Ohio. Nous vous accorderons un crédit pour les 213 jours déjà purgés en détention en attendant votre procès. Vous pouvez vous asseoir. Jessica Groves, levez-vous s'il vous plaît. Madame, vous vous levez? Reconnue coupable du chef d'accusation de meurtre aggravé, la sentence de ce tribunal sera que vous serez condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Pour le premier et le troisième chef d'accusation de l'acte d'accusation, enlèvement au premier degré. Je vous condamne à 10 ans sous la garde du département de réhabilitation et de correction de l'Ohio pour le chef d'accusation 4. Je vous condamne à 36 mois sous la garde du département de réhabilitation et de correction de l'Ohio. Pour l'accusation numéro 5, falsification de preuves, je vous condamne à 36 mois sous la garde du département de réhabilitation et de correction de l'Ohio. Pour le chef numéro 7, atteinte grave à un cadavre, je vous condamne à 12 mois sous la garde du département de réhabilitation et de correction de l'Ohio. Pour le chef d'accusation 8, je vous condamne à 8 ans sous la garde du département de réhabilitation et de correction de l'Ohio. Le chef 9 concerne aussi une agression criminelle. Je vais vous condamner à une peine de 8 ans sous la garde du département de réhabilitation et de correction de l'Ohio. En ce qui concerne le chef d'accusation numéro 5 et le chef d'accusation numéro 7, j'ordonnerai que ces peines soient purgées simultanément. Comme précédemment conclu, j'ordonnerai que les autres chefs d'accusation soient purgés consécutivement. Mon intention serait d'imposer une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, plus 32 années supplémentaires dans le cadre de cette peine. Vous pouvez vous asseoir. Je vous accorde aussi un crédit pour les 213 jours passés en détention avant le procès dans la prison du comté. Je vous ordonne à tous deux de payer les frais de poursuite. Je vais ordonner, au moins c'est certain, Monsieur Groves, une partie de sa peine. Peut-être à Madame Groves, dans le cadre de sa peine, vous pourrez obtenir des jours de crédit selon l'article 2 9 167 1193 révisé. Ces jours de crédit ne sont pas automatiques et doivent être gagnés selon la loi. Je vous ordonne tous deux de payer les frais de poursuite. Je vais ordonner au bureau du shérif de détruire toute marchandise de contrebande saisie dans cette affaire, une fois que tous les recours et procédures post-condamnation seront terminés. Autre chose, Monsieur Timan? C'est tout. Merci, madame. Scott, autre chose? Monsieur. Stratton? Non, votre honneur. Monsieur Daniel Groves, mademoiselle Jessica Groves. À ce moment, je dois vous rappeler, garde du shérif pour le transport et le transfert au département de réhabilitation et de correction de l'Ohio. La séance est levée.